Alors, merci infiniment, Frédéric, d'avoir accepté l'invitation de la CFA. Et je ne prends pas plus de temps. Je vous cède la parole, Frédéric Bastien. Merci beaucoup, Guylaine. Bonjour tout le monde. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Je disais à Guylaine que pour moi, c'est un retour aux sources en quelque sorte parce que je suis effectivement professeur au département de sciences politiques de l'Université de Montréal, mais j'ai d'abord été professeur au département d'information et de communication de l'Université Laval pendant 3 ans. Et c'est dans cette salle que j'avais fait mon entretien pour mon embauche. Alors, et j'avais utilisé un rétroprojecteur pour acétate, je vois qu'il n'est plus ici. Donc, autre temps, autre technique. Également, je disais aussi à Guylaine que on ne serait pas trop de 2 Frédéric pour faire suite aux 2 Jean, parce que je pense que vous avez eu des exposés intéressants la semaine dernière. En tout cas, connaissant Jean Charron, ayant travaillé de près avec lui, ce matin d'ailleurs, je vais vous présenter certaines données que j'ai faites en partie avec Jean Charron. Je pense que la barre est un peu haute pour nous ce matin. Alors, Guylaine m'a invité à participer à ce séminaire qui porte sur le thème « La parole dans la cité ». La parole dans la cité contemporaine, elle s'exprime dans des forums qui sont nombreux, des forums institutionnels, les parlements, les conseils de ville, etc. Dans des forums plus civiques, la rue est un forum dans lequel s'expriment les citoyens. Tous les endroits où les gens manifestent sont des endroits où les gens prennent la parole. Mais les médias constituent certainement un espace de prise de parole qui est important et qui l'est, je pense, de plus en plus, sous toutes sortes de formes. Et c'est un peu de ça dont je vais vous parler ce matin, parce que je pense que traditionnellement, lorsqu'on pense à la prise de parole dans la société et les médias, on pense assez spontanément aux médias en tant que médias d'information, en tant qu'institution journalistique. Et c'est certainement une composante importante de la prise de parole dans l'espace médiatique. Mais au cours des dernières décennies, cet espace médiatique s'est transformé considérablement. Et les médias d'information, l'espace journalistique, voit son influence, son autorité, son importance s'éroder graduellement à mesure que d'autres espaces médiatiques sont créés. Le web a commencé à prendre son essor vers le milieu des années 90 et à travers le web, de nombreux espaces numériques médiatisés de prise de parole ont été créés. Les sites web, les blogs, les forums, plus récemment les réseaux sociaux numériques. Et également dans des médias dits plus conventionnels comme la télévision, il y a aussi une diversification des espaces où l'on discute de politique, où l'on discute des affaires de la cité. Et je vais m'attarder ce matin un peu plus longuement à la question des talk-shows télévisés, qui ont pris de plus en plus d'importance dans les grilles de programmes des grands réseaux de télévision au Canada comme à l'étranger, et dans lesquels des acteurs politiques apparaissent régulièrement pour prendre la parole. Et bien sûr, à tous ces nouveaux espaces de prise de parole, les gens qui tiennent des discours politiques doivent s'adapter. Chacun de ces espaces véhicule ses propres codes. Chacun de ces espaces a une certaine logique, qu'on pourrait appeler une logique médiatique. Et le discours et les stratégies des acteurs politiques doivent s'adapter à ces nouveaux espaces. Et on peut se demander jusqu'à quel point les acteurs politiques demeurent-ils
maître du jeu? Jusqu'à quel point demeure-t-il en contrôle de la prise de parole? Ou inversement, jusqu'à quel point doivent-ils se soumettre à des codes, à des logiques médiatiques qui ne sont pas des codes endogènes à la vie politique, mais qui émanent plutôt de la vie médiatique et donc d'un espace qui est exogène aux institutions politiques. D'où le titre de ma présentation que j'ai proposée à Guylaine, La parole politique dans les talk-shows. Est-ce que c'est le triomphe de la logique médiatique? Je vais vous faire une présentation d'environ une quarantaine de minutes. C'est ce que Guylaine m'a demandé pour laisser par la suite un temps à la période de questions. Cela étant dit, je vous prierai, à moins d'une indication contraire là, pour des raisons techniques, je vous prierai à ne pas hésiter de vous manifester et de prendre la parole dans la cité si vous souhaitez intervenir, poser des questions, obtenir des éclaircissements sur des points plus précis de ma présentation. La semaine dernière, je n'ai pas eu la chance d'assister à la présentation de Jean Charron, mais je pense bien que Jean Charron a dû vous parler de journalisme, de paradigme journalistique et de transformation de ces paradigmes journalistiques. Jean et un certain nombre de ses collègues ont élaboré un cadre théorique qui nous dit que, à travers l'histoire de la presse, le journalisme est une activité qui a été pratiquée suivant différents paradigmes et qu'au cours des dernières décennies, on assisterait à une transformation paradigmatique entre un journalisme que Jean Charron, Colette Brun, Jean de Bonville appellent un journalisme d'information, paradigme à l'intérieur duquel la fonction principale du journaliste consiste à rapporter, fonction référentielle, rapporter ce qui se passe, vers un nouveau paradigme qu'ils appellent un journalisme de communication, dans lequel cette fonction référentielle est, jusqu'à un certain point, dissoute à l'intérieur d'un ensemble de fonctions, fonctions expressives, métalinguistiques, etc., et donc d'un journalisme qui exploite davantage des codes communicationnels inhérents aux médias plutôt que d'épouser les codes qui sont ceux du milieu politique dans le cadre du journalisme politique. Et c'est un petit peu de ça dont je vais continuer à parler ce matin, en utilisant un concept qui est un peu différent de celui de Jean Charron, mais je pense que vous allez voir des liens assez évidents entre le concept des changements de paradigme journalistique et cette transition entre journalisme d'information et journalisme de communication, et un autre concept que je vais utiliser, qui est celui de la médiatisation. On va parler de la médiatisation du politique, bien sûr, puisqu'on est dans un séminaire sur la parole politique, mais je voudrais, dans un premier temps, parler de médiatisation dans un sens plus général. Il y a très peu de secteurs d'activité sociale aujourd'hui qui fonctionnent d'une manière totalement indépendante des médias. Et ici, quand je parle des médias, je ne parle pas strictement des médias d'information, mais des médias comme outils de communication d'une manière plus générale. On va certainement voir dans les prochaines années, et c'est déjà commencé, des développements, des transformations importantes dans le domaine de la santé, où on va utiliser davantage les technologies de communication pour, par exemple, poser des diagnostics à distance, effectuer des consultations médicales à distance. Dans le domaine de l'éducation, on utilise de plus en plus les médias. On a des cours en ligne.
Au cours en salle s'ajoutent souvent des contenus qui sont disponibles en ligne, qu'on va aller chercher à travers les médias. La conférence de ce matin est accessible à travers un média. Il n'est pas nécessaire d'être dans cette salle pour y assister. Le monde de la finance est de plus en plus médiatisé. C'est quand la dernière fois vous êtes allé au comptoir de votre institution bancaire pour payer une facture, faire une transaction. Dans bien des cas, on ne va même plus dans les guichets automatiques, on fait ça à distance. Le domaine récréatif, le jeu, les activités ludiques sont de plus en plus médiatisés. C'est quand la dernière fois où vous êtes assis autour d'une table avec des gens que vous connaissez pour participer à un jeu de société? Ça fait peut-être plus longtemps que la dernière fois où vous vous êtes installé devant votre ordinateur ou devant votre appareil téléviseur pour jouer. Même, et là vous m'excuserez de ne pas aller dans les détails, mais même dans la sphère de l'intimité, il y a des activités qui sont de plus en plus médiatisées. Il y a certains types de sites web, qu'on ne présentera pas ce matin, qui sont parmi les plus populaires sur l'Internet. Donc, qu'on parle de la sphère de l'intimité, de différentes activités qui relèvent de la sphère privée ou de la sphère publique d'une manière plus générale, il y a un processus de médiatisation. Les médias deviennent de plus en plus importants et potentiellement de plus en plus influents dans toutes sortes de secteurs d'activité sociale. Et évidemment, la politique ne fait pas exception à cette tendance. Lorsqu'il y a médiatisation d'un secteur d'activité sociale, je vous dis, il y a potentiellement une influence du média. Avant de vous parler de médiatisation du politique, je vais vous donner un exemple qui sera peut-être plus concret et plus facile à saisir. Je ne suis pas un spécialiste de musique ni de culture populaire. Je pense que vous aurez une spécialiste de la culture populaire la semaine prochaine avec Lynne Grenier. Mais prenons le cas de la chanson. On pourrait, j'en suis certain, faire tout un développement sur la médiatisation de la chanson, où nous dirions que, au départ, la chanson est une forme d'expression artistique qui se trouvait dans des lieux essentiellement privés, des rassemblements familiaux, des lieux communautaires où les gens se réunissaient et où quelqu'un prenait un instrument, jouait de la musique et chantait. Et que la chanson se transmettait essentiellement par la tradition orale. Un certain nombre de développements technologiques arrivent vers le début du 20e siècle, l'enregistrement sonore, la radio, et on commence à diffusée par des médias de la chanson. Et les premières chansons qui étaient diffusées par les stations radiophoniques étaient probablement assez similaires aux chansons qu'on entendait dans les réunions familiales. Et l'hypothèse de la médiatisation nous amènerait à déduire que progressivement, un certain nombre de codes inhérents aux médias, soit l'enregistrement sur disque, et en particulier la radio, ont exercé une influence sur ce qu'est la chanson. Alors, il y a un certain format. Une chanson doit durer entre 1 minute et 2 minutes, peut-être. Il y a certains sons. Si on veut que la chanson soit diffusée à la radio, on sait que les stations se spécialisent dans des créneaux musicaux particuliers. Et un chanteur qui veut que sa création soit diffusée doit respecter ces codes-là, faire des chansons qui ont une certaine longueur, vont s'inscrire à l'intérieur d'un certain son, etc. Et plusieurs artistes se plaignent d'ailleurs des contraintes à la création artistique que ces codes médiatiques leur imposent. On assiste au même phénomène dans d'autres sphères d'activité sociale et notamment avec la politique. Alors, lorsqu'on parle de médiatisation d'une manière générale, on parle, comme je l'ai décrit,
d'un processus de changement social par lequel les médias gagnent en influence et s'intègrent plus profondément dans différentes sphères de la société. C'est une définition que j'ai traduite du texte de Jesper Strömbach et Frank Esser que Guylaine a placé en bibliographie en lien avec la séance d'aujourd'hui. Lorsqu'on parle de médiatisation et de médias, il y a une différence à faire entre les médias définis comme étant des technologies et les médias définis comme étant des organisations, par exemple des médias d'information. Lorsqu'on parle de médiatisation du politique, c'est surtout à la deuxième conception des médias qu'on s'est traditionnellement référé, mais je pense que de plus en plus, on va aussi se référer à la première conception parce que les médias d'information, comme je disais un peu plus tôt, voient leur influence s'éroder graduellement à mesure que de nouveaux espaces de communication sont développés. Lorsqu'on parle de médiatisation du politique maintenant, qu'est-ce qu'on veut dire plus particulièrement? Et j'élabore là-dessus parce que le propos qu'on tiendra par la suite sur les talk-shows télévisés vient s'inscrire dans ce paysage un peu plus général, dans ce processus plus général qu'est la médiatisation du politique. Pour illustrer et décrire la médiatisation du politique, j'ai placé sur ma diapositive une figure que j'ai prise également dans le texte de Jesper Strömbach et Frank Esser. Alors, vous m'excuserez qu'elle apparaisse en anglais. Ces auteurs distinguent 4 dimensions au processus de médiatisation du politique. La première dimension concerne les sources d'information, les sources par lesquelles les citoyens obtiennent de l'information sur la politique. On peut imaginer un continuum avec 2 extrémités. À une première extrémité, à gauche, une situation où la source d'information la plus importante réside dans des expériences de communication interpersonnelle, donc dans des activités de communication où les médias n'ont absolument aucun rôle à jouer. Pensez à des conversations que vous pouvez avoir avec des parents, avec des amis, et par lesquelles vous apprenez des choses sur la politique. Et à l'autre extrémité du continuum, une situation où la source d'information la plus importante sur la politique sont les médias. Nous sommes en Occident, enfin dans les pays industrialisés, dans une situation où très clairement, la source principale d'information sur la politique est de nature médiatique. Lorsqu'on demande aux Canadiens par quels moyens vous informez-vous principalement sur la politique, encore aujourd'hui, un peu plus de 50% nous disent par la télévision. Si on ajoute les gens qui nous disent par les journaux, par la radio, par les sources d'information sur Internet, on dépasse les 90%. Il y a très peu de gens qui disent que leur principale source d'information réside dans des liens interpersonnels, que c'est par leurs parents, leurs familles, leurs amis, leurs collègues de travail qu'ils obtiennent principalement de l'information sur la politique. Cette première dimension de la médiatisation du politique se confond avec le concept de médiation. Sur cette première dimension, le rôle des médias est conçu comme étant simplement de transmettre de l'information, d'être en quelque sorte un canal neutre de transmission de l'information. Et cette situation correspond à la définition de médiation. À partir d'ici, et pour la suite de l'explication du concept, il y a lieu d'opérer une distinction entre la simple médiation du politique et des phénomènes un peu plus complexes qu'on désigne comme étant de la médiatisation du politique. Parce que cette première dimension dont je viens de vous parler
n'est que la première d'un ensemble de 4 dimensions. La deuxième dimension renvoie à l'autonomie des médias, à leur autonomie par rapport aux institutions politiques. Alors, encore une fois, on a un continuum avec 2 extrémités. Une extrémité où les médias sont largement dépendants des institutions politiques, dans des sociétés non démocratiques où le pouvoir politique contrôle de très près les médias d'information. On est dans cette situation où il n'y a pas d'autonomie de la part des médias. Jean Charron vous a probablement parlé de l'époque du journalisme d'opinion, de l'époque de la presse partisane, qui est une époque où la presse était moins autonome qu'elle ne l'est aujourd'hui par rapport à certaines institutions politiques, en particulier dans ce cas-là par rapport aux partis politiques. Graduellement, et surtout sous l'effet de la commercialisation des entreprises de presse, les médias ont gagné une certaine autonomie par rapport aux institutions politiques. Et donc, quand on parle de médiatisation du politique, on ne parle pas seulement du fait que les médias sont la principale source d'information des citoyens, mais aussi du fait que les médias deviennent une institution de plus en plus indépendante des institutions politiques. Pour amener des acteurs politiques dans des talk-shows, ça requiert probablement une autonomie certaine des médias par rapport aux acteurs politiques pour qu'on en soit arrivé à cette situation. Je ne suis pas sûr que si les acteurs politiques avaient le choix, pouvaient contrôler les tribunes où ils apparaissent, qu'ils accepteraient, comme ils le font aujourd'hui, de participer à des émissions de divertissement comme dont on va parler un peu plus tard. Cette autonomie de plus en plus grande des médias fait en sorte aussi que les pratiques médiatiques, et c'est là la 3e dimension du processus, procèdent davantage d'une logique propre aux médias plutôt que d'une logique qui émanerait des institutions politiques. D'où ce 3e continuum où d'un côté, nous aurions des contenus médiatiques principalement guidés par une logique politique et à l'autre extrémité, des contenus médiatiques principalement guidés par une logique médiatique. Ici, je pense qu'il faut préciser qu'est-ce qu'on entend juste par logique politique et logique médiatique. Je vous parle de logique médiatique depuis 15-20 minutes. Clarifions cette chose-là. La conception que je vous présente ici vient également du texte de Frank Esser et de Jesper Strömbach qui décrivent la logique politique comme comportant 3 dimensions, qu'en anglais, ils appellent polity, policies et politics. Et en français, je pense qu'on peut les traduire en employant 3 fois le même mot, mais simplement en changeant l'article, en parlant du politique, des politiques et de la politique. Alors, lorsqu'on parle du politique, polity, on renvoie à des institutions formelles qui établissent les règles de la gouvernance. Pensez à des institutions physiques, comme un parlement, un conseil de ville. Les règles qui régissent le fonctionnement de ces parlements, de ces conseils municipaux. Pensez aussi à certaines lois fondamentales qui encadrent notre système légal. La Constitution fait partie de cette première dimension du politique. Pensez aux règles qui encadrent le processus électoral, l'établissement d'un mode de scrutin, qui peut se présenter à une élection, qui a le droit de voter, selon quelles règles doivent se dérouler les campagnes électorales. Tout ça fait partie de cette première dimension de la logique politique. Lorsqu'on parle des politiques au sens de policies,
on parle de politique publique. La politique vise, entre autres choses, à identifier, à définir des problèmes de tous ordres, des problèmes économiques, des problèmes sociaux, culturels, démographiques, etc., et à élaborer puis mettre en œuvre des solutions pour résoudre ces problèmes-là. Et ces solutions prennent la forme de politique publique, de politique gouvernementale. Et la troisième dimension qui est inhérente, qui fait partie de la logique politique et qu'on appelle la politique, bien, c'est la compétition et les efforts qui sont faits pour obtenir et, une fois qu'on l'a obtenu, conserver le pouvoir. Alors, il s'agit de se présenter de telle sorte qu'on puisse obtenir auprès de l'électorat un appui suffisant pour obtenir puis conserver le pouvoir. Alors, si on avait à définir, à décrire une logique, un mode de fonctionnement qui est endogène aux institutions politiques, on pourrait, je pense, le définir suivant ces trois dimensions. La logique médiatique procède d'autres principes. J'y vais rapidement. Lorsqu'on parle de médias d'information, les journalistes se revendiquent d'une certaine éthique, d'une certaine déontologie. Il y a une certaine professionnalisation du journalisme qui amène un certain nombre de règles de fonctionnement. On parle aussi de commercialisation dans un environnement comme le nôtre où les médias sont peu régulés, où la plupart d'entre eux sont privés. Même un média public comme Radio-Canada est largement dépendant de recettes publicitaires. Il y a une commercialisation importante et donc une compétition pour obtenir l'attention de l'auditoire. Et une dernière composante à la logique médiatique, ce sont les attributs des technologies de communication elles-mêmes qui font en sorte qu'on va se comporter, on va prendre la parole différemment selon qu'on passe par l'intermédiaire d'un journal, d'une radio, de la télévision ou du web. Et donc, ça me ramène au concept de médiatisation. On constate et il y a beaucoup de travaux empiriques qui le démontrent, que de plus en plus, les contenus diffusés par les médias procèdent davantage de cette logique médiatique que d'une logique politique. Et ça correspond à la transition entre journalisme d'information et journalisme de communication dont parlait Jean Charron la semaine dernière. La quatrième et dernière dimension du processus est que non seulement les pratiques médiatiques changent, mais que les pratiques des acteurs politiques vont changer elles aussi. C'est-à-dire que les politiciens, les organisations, les institutions politiques vont prendre des décisions et adopter des comportements de plus en plus en fonction de cette logique médiatique plutôt que des principes qui sont endogènes à la sphère politique. Le titre de la présentation aujourd'hui, c'est « Est-ce que les talk-shows, est-ce que c'est le triomphe de la logique médiatique? » Dans les talk-shows, si vous pensez à des politiciens qui vont dans des talk-shows, aux sujets qui sont parfois abordés quand les politiciens vont dans des talk-shows, on est souvent assez proche d'une logique médiatique. Enfin, à première vue, ça paraît assez évident. Et c'est d'ailleurs, on reproche souvent, il y a un discours critique qui déplore le fait que les politiciens vont, et je reprends un peu les termes de ce discours critique, s'abaisser à aller dans de vulgaires émissions de divertissement où on va leur parler de sujets qui, d'un point de vue démocratique, paraissent peu importants, où on va leur demander de parler de leur vie privée, de raconter des anecdotes, de se plier à une logique médiatique en étant drôle, en étant divertissant. Et on voit de plus en plus de politiciens qui vont dans ces émissions-là. Donc, est-ce que c'est le triomphe de la logique médiatique, le triomphe de la médiatisation du politique? Bien, force est d'admettre que les politiciens dépendent de plus en plus de cette logique médiatique pour
rejoindre l'électorat. Il est impératif en démocratie que les acteurs politiques puissent communiquer avec les électeurs. Et il est de plus en plus difficile pour les politiciens de communiquer avec les électeurs à travers des tribunes qui émanent principalement des institutions politiques, voire même dans l'espace médiatique de tribunes qui relèvent du journalisme. Je vous présente quelques données là-dessus. D'abord, ça devient de plus en plus difficile parce que l'auditoire est de plus en plus fragmenté. En matière de télévision, le graphique que vous avez ici illustre le nombre de services télévisuels canadiens de langue française qui sont accessibles au Québec, l'évolution de 1952 à 2012. Alors, vous voyez qu'au début, pendant une dizaine d'années, on avait le monopole d'un seul service de télévision, Radio-Canada, jusqu'à la création d'un concurrent privé. À Montréal, Télémétropole, d'autres stations dans d'autres régions du Québec qui, plus tard, sont devenues le réseau TVA. Et puis, vers les années 80, on voit apparaître les premières chaînes spécialisées qui sont distribuées par le câble, et ce nombre va connaître une croissance exponentielle à compter du milieu des années 90, à mesure notamment que de nouvelles technologies, les modes de transmission en numérique, permettent d'accroître substantiellement le nombre de chaînes qui sont distribuées par les câbleaux distributeurs. Et cette croissance du nombre de services télévisuels qui sont accessibles se répercute évidemment dans la part de marché des chaînes spécialisées. Ici, vous avez quelques séries de données chronologiques qui viennent de BBM et de Nielsen, avec la part de marché en pourcentage des chaînes spécialisées dans le marché québécois francophone de 1986 jusqu'à 2011. Cette tendance suit ce qu'on a vu dans le graphique précédent. Les chaînes spécialisées, aujourd'hui, accaparent environ 50% de l'écoute de la télévision. Donc, les grandes chaînes généralistes, celles qui diffusent des émissions d'information, sont de moins en moins rassembleuses. On évoque parfois le téléjournal qui aurait été une grand-messe parce qu'il y avait des cotes d'écoute importantes. C'est de moins en moins le cas. Les journaux télévisés, les émissions d'affaires publiques sont de moins en moins regardées, comme c'est le cas d'une manière générale pour l'ensemble de la programmation des grands réseaux généralistes. L'auditoire se fragmente de plus en plus et on a de moins en moins d'émissions fédératrices. Je vous donne une statistique additionnelle. Si on calcule quel était l'auditoire moyen des 5 émissions de télévision les plus regardées au Québec au début des années 90, il était, en 1993-94, l'auditoire moyen des 5 émissions les plus regardées au Québec était de 2,7 millions de téléspectateurs. En 2010-2011, l'auditoire moyen des 5 émissions les plus regardées au Québec était de 1,6 million de téléspectateurs, une diminution de plus d'1 million de téléspectateurs. Alors qu'on est de plus en plus nombreux au Québec, la population augmente. Et ça, ce sont des données pour l'écoute de la télévision. On regarde de plus en plus des contenus par le biais d'Internet. Alors, la fragmentation, elle continue de s'accroître et va probablement s'intensifier de manière encore plus importante. La fragmentation qu'on a ici est sans doute un aperçu assez modeste de ce qui s'en vient dans les prochaines années. Dans ce contexte-là, si vous avez un talk show qui, par bonheur, se retrouve dans les 5 émissions les plus regardées et qu'il est possible pour un politicien d'être invité à ce genre d'émission, c'est assez difficile de résister à la tentation d'y aller.
parce que ça vous permet d'avoir un accès aux citoyens qu'à peu près aucune émission d'information ne vous permet aujourd'hui d'obtenir. Qui plus est, les émissions d'information à la télévision se transforment aussi de manière considérable. Ces données viennent d'une recherche que j'ai faite avec Jean Charon, dans laquelle nous avons examiné, sur une période de plus de 50 ans, 1952 à 2008, le contenu des grilles de programmation des principales chaînes de télévision au Québec. La chaîne qui diffuse le plus d'émissions d'information et le plus d'émissions d'affaires publiques, c'est Radio-Canada. Alors, vous avez ici des données sur la durée moyenne par semaine des émissions d'information diffusées en soirée, donc de 17h à minuit, pour chaque année, en distinguant avec la ligne bleue continue le temps d'antenne occupé par les journaux télévisés et la ligne rouge en pointillé, le temps d'antenne, le nombre d'heures par semaine consacrées aux émissions d'affaires publiques. Les émissions d'affaires publiques sont celles dans lesquelles les acteurs politiques sont susceptibles de pouvoir le mieux exposer leurs idées, le mieux exposer leurs programmes politiques, celles dans lesquelles on va retrouver un traitement plus élaboré de l'information. Alors que le journal télévisé, évidemment, va contraindre le politicien à prendre la parole à l'intérieur de clips sonores qui ne durent que quelques secondes à la fois. Or, les réseaux de télévision et même Radio-Canada, placés dans une situation de concurrence accrue, doivent s'efforcer d'obtenir et de conserver l'attention de l'auditoire, et il semble avoir évalué qu'on a plus à gagner à concentrer nos ressources et notre temps d'antenne dans les journaux télévisés, qui sont devenus au fil des ans de plus en plus nombreux, à toute heure du jour, et de plus en plus longs. On avait au départ des journaux télévisés de 5 minutes, de 10 minutes la fin de semaine à Radio-Canada jusque dans les années 80, à des journaux télévisés qui vont avoir les formats traditionnels qu'on leur connaît aujourd'hui de 30, 60 minutes, parfois plus. Et de moins en moins d'émissions d'affaires publiques. Vers 2006-2008, c'était environ 4 heures par semaine et je suis porté à croire que ça a peut-être diminué encore davantage aujourd'hui. En revanche, il y a une montée des émissions d'infodivertissement. Alors, j'ai fait une recherche là-dessus. En fait, j'ai consacré ma thèse de doctorat à ce thème-là et dans laquelle il y a un chapitre sur l'évolution de l'infodivertissement dans les grilles de programmes à la télévision québécoise. On constate que, à mesure que la télévision est devenue de plus en plus concurrentielle, de plus en plus commerciale, se sont multipliées les émissions d'infodivertissement. Et elles se sont diversifiées aussi. Quand on parle d'émissions d'infodivertissement, on parle bien sûr de talk show, mais on parle aussi d'émissions satiriques, d'émissions qui font des parodies de bulletins d'information. Certains d'entre vous se souviennent peut-être de Marc Labrèche avec La fin du monde est à 7 heures, Infoman, Et Dieu créa la flaque. Ici, la flaque, maintenant, procède de cette logique-là. On pense aussi à des talk shows qui sont essentiellement des émissions de divertissement. Pensez par exemple à l'émission de Penelope McQuaid à Radio-Canada durant l'été, mais dans lesquelles, une fois de temps en temps, il y a un politicien qui va apparaître. Et puis, on a d'autres talk shows dans lesquels, sur une base régulière, on va combiner de la discussion sur des sujets d'actualité avec des sujets culturels qui relèvent du divertissement, et tout le monde en parle, est une illustration contemporaine de ce type d'émission. Les politiciens fréquentent de plus en plus les émissions de divertissement.
Au Québec, on n'a pas de source qui nous permettrait de comptabiliser à chaque année il y a combien d'entrevues politiques qui ont été faites dans des émissions de divertissement, malheureusement. Cependant, il y a un chercheur français, Guillaume Fradin, dont le texte a, je crois, été mis en ligne sur le site web du cours, qui, en étudiant le cas français, a eu accès à des données qui lui ont permis de comptabiliser pour chaque année le nombre d'entrevues qui étaient faites par des politiciens français dans des émissions de divertissement. Et ce graphique-ci vient de son article. Les données vont de 1955 à 2005. On voit que la fréquentation des émissions de divertissement par les politiciens n'est pas un phénomène nouveau. On en retrouvait en France dès les années 60. Et je peux vous dire que c'était la même chose au Québec. Il y avait déjà dans les années 60 des émissions de divertissement dans lesquelles des politiciens faisaient des apparitions. L'une des plus célèbres s'appelait Les Couche-Tard, qui était diffusée immédiatement après la soirée du hockey le samedi soir. Mais pour revenir à la France, dès les années 80, on voit une augmentation très importante de ce phénomène-là, qui va, Guillaume Fradin nous dit, connaître une légère diminution vers le début des années 90, et puis ça va remonter plus tard dans les années 90. Et Guillaume Fradin nous dit, il y a une différence qualitative importante ici. Dans les années 80, les politiques français fréquentaient beaucoup des émissions de strict divertissement. Et ça posait un certain nombre de difficultés. Parce que ces émissions obligeaient les acteurs politiques à s'écarter considérablement de la logique politique. Et que progressivement, par une sorte de jeu de négociation, se sont créées à la télévision française des émissions qui combinait les impératifs du divertissement avec les besoins des politiciens et progressivement, on en est venu à développer des émissions et à inviter des acteurs politiques dans des émissions où il y a une sorte de compromis qui s'établit entre la logique politique et la logique médiatique. Guillaume Fradin écrit « L'élu cherche la voie du compromis. En s'orientant, il parle des années 90, l'élu cherche la voie du compromis en s'orientant vers d'autres types d'émissions. Les variétés sont désertées au profit de formats marqués par le mélange des genres, où la logique de divertissement, bien qu'elle reste dominante, laisse une place substantielle à la logique de l'information. » Dans mes recherches, si je n'avais pas accès à ce genre de données pour quantifier sur la longue durée les apparitions des politiciens dans les émissions de divertissement, j'ai en revanche examiné le contenu des entrevues politiques dans un certain nombre d'émissions contemporaines. Et les données auxquelles je suis arrivé corroborent ce constat qui a été fait en France. Vous avez ici des données qui... c'est un graphique qui apparaît dans un autre texte que Guylaine Martel a mis sur le site web du cours, qui est un chapitre de mon ouvrage « Tout le monde en regarde ». J'ai procédé à l'analyse de près d'une centaine d'entrevues politiques, 89 entrevues pour être plus précis, dans des émissions qui ont été diffusées dans des émissions d'information au cours des années 90 et 2000. Alors, des émissions d'information comme Le Point, Les coulisses du pouvoir, La Rock au G à TVA, des émissions qui étaient des émissions de variété, plus strictement de divertissement, Bon baiser de France, qui était un talk show estival à Radio-Canada, Le Grand Blond avec un show sournois et Le Point J, qui étaient des talk shows de fin de soirée présentés à TVA, fin 90, début des années 2000,
et des entrevues dans un certain nombre d'émissions qui me paraissent plus hybrides, comme Tout le monde en parle, Les Francs-tireurs. Il va y avoir du sport, qui n'existe plus maintenant, et Christiane Charette en direct, qui était la même formule que celle que vous voyez l'été à Télé-Québec, 125 rue Marianne. Et dans ces entrevues avec des acteurs politiques, j'ai examiné la répartition du temps de parole selon certaines catégories thématiques, selon que l'on parlait en rouge des enjeux. Les enjeux, ça renvoie, quand j'ai parlé de logique politique tout à l'heure, quand on parle d'enjeux, ça renvoie aux politiques publiques, donc aux décisions gouvernementales qui sont prises ou aux engagements, aux idées qui sont émises pour résoudre un certain nombre de problèmes de politique publique. En bleu, vous avez une deuxième catégorie que j'ai appelée « course et stratégie », qui porte sur la compétition politique, le jeu politique, par exemple en période électorale, donc les stratégies des partis, leur position dans les sondages, etc. En vert, vous avez une troisième catégorie qui, elle, est identifiée davantage à la logique médiatique, voire à la logique du divertissement, c'est-à-dire la personnalisation de la politique. L'accent qu'on va mettre sur les attributs individuels du politicien, voire même sur sa vie privée, ses loisirs, ses intérêts, etc. Alors, on voit qu'il y a des différences d'une catégorie d'émissions à l'autre. Les trois colonnes à gauche font la synthèse des données qu'on voit à la droite du graphique par émission. On voit très bien que dans les émissions d'information, c'est là qu'on trouve, d'une manière générale, plus d'informations sur les enjeux et le moins d'informations sur la personnalité ou la vie privée des acteurs politiques. Vice-versa dans les émissions strictes de divertissement et une répartition intermédiaire dans les émissions dites d'infodivertissement. Lorsqu'on regarde par émission de télévision, on constate des différences ou des ressemblances importante. Prenez le cas de Tout le monde en parle. La proportion de temps de parole que l'on consacre à des enjeux est tout à fait comparable à ce qu'on observe dans des émissions d'information. C'est une proportion très semblable à ce qu'on retrouvait dans des entrevues politiques au Point, aux coulisses du pouvoir ou à la Rock-Auger. Donc, il y a un espace qui est fait dans ces émissions pour discuter, pour présenter de l'information, pour permettre aux acteurs politiques de tenir un discours qui découle de leur mandat, de leur travail. Il y a là une tribune que les acteurs politiques peuvent exploiter pour s'adresser au public. On pourrait cependant objecter: oui, OK, il y a peut-être une ressemblance quand on regarde la répartition par les temps de parole, mais le traitement qualitatif qui sera fait de cette information ne sera pas le même dans ces différentes émissions-là. J'ai une collègue politologue que je cite dans mon ouvrage qui dit pour un politicien, c'est une aubaine que de se retrouver devant un Guy Lepage qui n'a pas de recherchiste politiquement futé, dont la culture politique ne lui permet pas de remettre en question le discours que tient le politicien, par rapport à une émission d'information où là, le politicien est devant un journaliste qui, lui, sera très bien équipé pour tenir un dialogue critique avec le politicien. Quand on regarde de plus près les modes d'interrogation des intervieweurs et qu'on les compare, on s'aperçoit que entre l'idéal journalistique et les pratiques journalistiques réelles, il y a un écart. De la même manière qu'entre le discours un peu cynique qu'on peut tenir à l'égard des animateurs de certaines émissions de télévision et leur comportement réel, il y a aussi un écart. Et on s'aperçoit que, encore là, les différences ne sont pas toujours très importantes. Ce graphique-ci présente
le pourcentage de questions posées par les intervieweurs qui correspondent à deux catégories de questions. Je commence par les bandes diagonales bleues. Dans des cas où un interviewé ne répond pas à la question qui lui a été posée, on va, dans les manuels de journalisme, prescrire que le journaliste doit revenir à la charge pour contraindre la personne à répondre à la question. Bref, qu'elle doit poser une question d'appui. Alors, les bandes bleues indiquent, dans les cas où l'interviewé ou le politicien ne répondait pas à une question initiale, quel est le pourcentage de ces cas dans lesquels il y avait une question d'appui qui était posée. Dans les émissions d'information, c'est dans 40% des cas qu'on observe qu'une question d'appui était posée et les pourcentages ne sont pas inférieurs dans les émissions d'infodivertissement et de divertissement, ils sont même légèrement supérieurs. Deuxième type de questions que j'ai observé, ce sont les questions qu'on appelle des questions d'objection, c'est-à-dire des questions par lesquelles l'intervieweur va s'objecter à ce que l'interviewé est en train de lui dire, va tenter, en évoquant des faits ou en évoquant certains arguments, de s'objecter à ce que le politicien est en train de dire. Bref, d'opposer au discours politique un certain regard critique. Les bandes rouges indiquent le pourcentage de questions qui entraient dans cette catégorie des questions d'objection. On voit que dans les émissions de variété, le pourcentage de questions d'objection est très faible. Et il est clairement plus faible que dans les autres types d'émissions. Cependant, entre les émissions d'information et les talk-shows d'infodivertissement, on observe des pourcentages qui sont assez similaires. Par exemple, à Tout le monde en parle ou au Franc-tireur, on observe des pourcentages qui sont tout à fait comparables à ce qu'on pouvait voir au Point, aux coulisses du pouvoir ou à la Rock au G. Alors, en conclusion, à quelle réponse est-ce que ça nous amène? La parole politique dans les talk shows, est-ce que c'est le triomphe d'une certaine logique médiatique? D'abord, on a, et c'est ce que je viens de vous présenter, un certain nombre de données, d'éléments de preuve qui nous amènent à voir peut-être la médiatisation comme un processus de négociation entre des logiques concurrentes. Il y a une logique médiatique, mais la logique politique ne disparaît pas tout à fait et il y a, à travers le temps, un processus par lequel ces deux logiques qui sont en concurrence s'opposent et il y a une négociation pour déterminer les modalités qui vont faire en sorte qu'on va suivre davantage l'une de ces logiques plutôt que l'autre. Ce n'est peut-être pas le rouleau compresseur qu'on pourrait a priori imaginer. Cependant, je pense qu'il y a des nuances qu'il faut apporter. Lorsqu'il est question de prendre la parole dans la cité, tous les acteurs politiques ne sont pas égaux face à cette logique médiatique et face à ce processus de médiatisation. D'abord, il y a certains acteurs politiques qui disposent de ressources plus grandes pour s'imposer dans cette dynamique de négociation, de ressources institutionnelles et de ressources symboliques. Si vous êtes le premier ministre du Canada, si vous êtes le président des États-Unis, vous avez probablement un petit peu plus de pouvoir qu'un simple ministre, qu'un simple député, pour discuter des règles qui vont entourer vos apparitions médiatiques. Et quand je dis discuter, quand je dis négocier, je ne veux pas nécessairement dire une négociation explicite. Regarde, on va parler, là, puis pour que j'aille à ton émission, je veux que ça se passe comme ceci, comme cela. Il peut y avoir des négociations explicites, bien sûr,
mais il va, et c'est sans doute ce qu'on observe le plus souvent, une sorte de négociation implicite, c'est-à-dire qu'on va sélectionner des tribunes qui conviennent davantage à nos besoins, à nos objectifs stratégiques, des tribunes où on sait qu'on sera davantage en contrôle de notre message. Si je suis le premier ministre du Canada et que j'ai un message à faire passer, je peux appeler une conférence de presse et tous les journalistes de la colline parlementaire viendront. Et on a vu, les journalistes s'en sont beaucoup plaints d'ailleurs, que l'attaché de presse du premier ministre ne se gênera probablement pas pour décider, à la suite de l'allocution, combien de questions pourront être posées, qui pourra poser des questions, etc. Si vous êtes le député de Louis Hébert à la Chambre des communes et que vous souhaitez vous adresser aux médias pour faire le point sur un dossier qui vous préoccupe et que vous organisez une conférence de presse sur la colline parlementaire, il est fort probable que vous allez vous retrouver devant à peu près une salle vide. Parce que vous n'avez pas les mêmes ressources symboliques que le premier ministre. Il y a aussi des acteurs politiques qui sont dans une situation où ils évoluent à l'écart de tout ce dont on a parlé ce matin, qui n'ont pas accès à l'infrastructure médiatique, et je pense en particulier aux élus locaux. En dehors des grandes villes, où on va retrouver des médias d'information locales, régionales, il n'y a pas de médias régionaux, il n'y a pas de médias locaux. Les hebdomadaires régionaux qui existent fonctionnent pratiquement sans journaliste ou avec un journaliste qui doit tout faire, y compris la mise en page du journal. Alors, il y a certains secteurs de notre vie politique, et particulièrement au niveau municipal, au niveau régional, où les acteurs politiques doivent trouver d'autres moyens d'entrer en contact avec les électeurs parce qu'ils n'ont pas accès à cette infrastructure médiatique. Et l'autre nuance aussi qu'il faut apporter, c'est que tous les acteurs politiques ne recherchent pas également la publicité que les médias sont susceptibles de leur apporter. Et je pense en particulier à une branche importante de notre système politique qui est le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire, étant donné qu'il n'est pas assujetti aux règles électorales, au processus électoral, les juges ne sont pas à la recherche de cette publicité. C'est quand la dernière fois vous avez vu un juge de la Cour suprême du Canada donner une entrevue à un média d'information? Ça ne se fait à peu près jamais. C'est une institution qui peut évoluer à l'écart de cette logique médiatique dont on a parlé tantôt. Le Sénat canadien est probablement un autre cas sur lequel on pourrait se pencher, où les sénateurs peuvent se comporter en faisant abstraction de cette logique médiatique parce qu'ils ne sont pas, la plupart d'entre eux ne sont pas dans cette dynamique de publicité. Et dernier élément de conclusion, je pense que lorsqu'on parle de médiatisation de la parole dans la cité, on assiste à des transformations de cette médiatisation et le développement des talk shows dont j'ai parlé en fait partie, et à une complexification de la médiatisation du politique. Donc, on ne peut plus maintenant considérer la médiatisation du politique dans son sens strictement journalistique, au sens de l'importance et l'influence des organisations de presse, parce qu'il y a d'autres modalités de la communication politique qui se développent. En plus des talk shows, on pourrait parler des blogs, des forums sur Internet, des médias sociaux numériques,
les moteurs de recherche deviennent des sélectionneurs d'informations de plus en plus influents. Traditionnellement, une fonction importante du journaliste et des médias d'information consiste à sélectionner pour nous de l'information et à nous dire qu'est-ce qui est important en fonction d'une certaine logique médiatique, en fonction d'une certaine logique politique. Mais lorsque Google sélectionne pour vous qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui devrait apparaître en premier lieu comme référence lorsque vous l'interrogez, lorsque Facebook fait apparaître certains messages dans votre fil d'actualité plutôt que d'autres, sur la base de quels critères cette sélection-là se fait-elle? Sur des critères qui n'ont sans doute rien à voir avec la logique politique, rien à voir avec une logique journalistique, et ça posera des défis, je pense, de plus en plus importants en termes de prise de parole. Et apportera, par rapport à la conceptualisation de la logique médiatique que je vous ai présentée au début de mon exposé, un certain nombre de changements, un certain nombre d'amendements. Et tout ça entraîne des conséquences démocratiques. Et là, je glisse vers un propos qui est peut-être un petit peu plus normatif. Des conséquences démocratiques pour la prise de parole dans la cité. Lorsque on est dans une situation où les journalistes contrôlent largement l'information qui nous est présentée, il y a, en dépit de toutes sortes de dérives qu'on peut déplorer, un certain nombre de normes et de critères qui vont faire en sorte qu'on va nous présenter une information relativement substantielle, relativement objective. On va nous présenter une information qui a été l'objet de certaines vérifications. Dans les nouveaux espaces de communication médiatique, qu'est-ce qui reste de ces normes-là? On n'a qu'à lire les commentaires qu'écrivent souvent les internautes sur des sites comme La Presse ou Radio-Canada à la suite des nouvelles pour voir qu'on est souvent très, très loin de ces principes, de ces pratiques qui assurent une certaine rationalité dans la prise de la parole dans la sphère publique. Mais il y a aussi un certain nombre d'avantages. Il y a relativement peu d'acteurs qui ont accès à la parole publique par l'intermédiaire des médias d'information. Et les transformations technologiques auxquelles on est en train d'assister élargissent considérablement l'accessibilité à la sphère publique. Les gens ont de plus en plus d'outils pour prendre la parole. Alors, je pense que je vais m'arrêter ici. J'ai dépassé largement le temps que j'avais prévu pour la présentation. Alors, je vais céder la parole à Guylaine pour la suite des choses. Aux étudiants, je pense qu'on a une bonne dizaine de minutes pour des questions, puis on prolongera après le cours s'il y a lieu. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Julie? Oui. Est-ce que vous pouvez donner des exemples de comportements particuliers que les politiciens vont adopter dans les talk shows? Pas juste par exemple Ils vont adopter dans les talk shows, pas seulement. C'est aussi adapter devant la logique médiatique qu'ils vont dans un Je vais vous donner deux exemples. Et je vais personnaliser mes exemples. Il y a deux cas qui me viennent à l'esprit. Et ce sont des cas dont j'ai déjà parlé avec Guylaine, alors j'espère qu'il n'y aura pas de répétition par rapport à des choses qu'elle a peut-être déjà dites. On va s'attendre, par exemple, dans des talk shows, dans des émissions de variété, à ce que les personnes qui sont reçues puissent s'adapter à certains codes, à certaines façons de faire,
Et parmi ces codes-là, il y a la possibilité de discuter de culture populaire, parce que souvent, ce sont des émissions où on va parler d'artistes, on va parler de culture, et des émissions dans lesquelles on va souvent adopter un ton très léger, voire humoristique. Ça me fait penser, et c'est le premier exemple concret, une entrevue faite à l'émission Le Grand Blond avec un show sournois par Marc Labrèche avec Jean Charest, à une époque où Jean Charest n'était pas encore premier ministre, il était chef de l'opposition. Et à l'intérieur de cette émission de variété qui s'appelait Le Grand Blond avec un show sournois, il y avait des sketchs qui duraient quelques minutes. Sketch qui s'appelait Le cœur a ses raisons. Puis ça a donné lieu à une émission distincte par la suite. Et Le cœur a ses raisons était une parodie des soaps américains qui passent à la télévision l'après-midi. Marc Labrèche faisait ces sketchs-là avec la comédienne Anne Dorval. Et on a inséré Jean Charest dans ce sketch. On lui a donné un rôle où il jouait son propre rôle. Et Anne Dorval jouait le rôle d'une infirmière. Et Jean Charest arrivait à la rescousse de la pauvre infirmière. Bon. Alors, bon, ça, c'est un exemple où concret là, de ce qu'on peut demander à un politicien de faire. Et c'était suivi ensuite, après le sketch, d'une entrevue en studio avec Jean Charest, où là aussi, des questions assez sérieuses sur un enjeu qui était important à ce moment-là, les diffusions municipales, se combinaient avec des questions beaucoup plus ludiques, où on avait demandé, Marc Labrèche demandait à Jean Charest, c'est quand la dernière fois vous avez fumé un joint? Jean Charest retourne la question, vous, c'est quand la dernière fois? Puis Marc Labrèche dit, ah, je pense que c'est la fin de semaine passée. Et la dernière question, et c'était un clin d'œil à cet enjeu des diffusions municipales, Marc Labrèche demande à Jean Charest, c'est quand la dernière fois où vous avez fusionné? Et il lui demande en faisant un clin d'œil. Et Jean Charest embarque dans ce jeu en feignant un lapsus et en disant, la dernière fois où j'ai fusionné, je suis obligé de répondre à ça. Je ne suis pas sûr que les personnes concernées, la personne concernée apprécierait. Bon. Il y a d'autres acteurs politiques qui, eux, sont beaucoup moins à l'aise de faire ça. Et là, le cas qui me vient à l'esprit, c'est Stéphane Dion, qui, pendant des années, a fui comme la peste Jean-René Dufort, ne voulait pas lui parler. Et Stéphane Dion est l'un des rares acteurs politiques que je connaisse à s'être, au moment où il était chef du Parti libéral du Canada, à s'être publiquement interrogé « Qu'est-ce que je devrais faire par rapport aux émissions de variété? » Si j'avais voulu faire de la variété, j'aurais fait autre chose de ma vie. Ce n'est pas ça que je veux faire. Mais est-ce que pour aider mon parti, c'est ça que je dois faire? Et il s'était interrogé là-dessus au téléjournal, dans une entrevue avec Céline Galipeau, où, dans un contexte où son parti connaissait des difficultés importantes, elle lui demandait « Mais M. Dion, qu'allez-vous faire pour aider votre parti? » Et il s'était laissé aller à cette interrogation-là. Et on a vu par la suite Stéphane Dion participer à toutes sortes d'émissions, notamment à Tout le monde en parle. Et c'était assez évident que le pauvre monsieur, il n'était pas très à l'aise. Puis, comme professeur, je sympathise un peu avec lui, non pas pour des raisons partisanes, mais parce que je suis un acteur qui a l'habitude de m'exprimer dans un certain type de forum en suivant une certaine logique. On a parlé tantôt de logique politique, de logique médiatique, mais on pourrait aussi parler d'une logique académique. Quand on parle dans un cours, quand on parle dans un colloque scientifique, on le fait en suivant une certaine logique qui ne correspond pas du tout à la logique médiatique. Et quand on se retrouve dans des situations où on doit
là, je ne pense même pas à aller dans un talk show, mais simplement donner une entrevue à un journaliste, c'est souvent très difficile parce qu'on a de la difficulté à épouser les codes de communication qui sont ceux des journalistes. Alors, c'est comme ça que j'illustrerais les difficultés que ça peut poser pour des acteurs politiques. Oui? Pour être politicien, est-ce que d'abord, il faut être un bon communicateur avant même de pouvoir faire la politique? Est-ce que c'est ça le critère numéro un? Parce qu'on voit des journalistes qui s'en vont en politique. Je me posais la question, est-ce que c'est le premier atout qu'il faut avoir? Je pense qu'il y a deux dimensions à la question que vous posez. Il y a une dimension analytique puis il y a une dimension normative. Sur la dimension analytique, je pense qu'on pourrait vérifier l'hypothèse qui dirait que dans la sélection du personnel politique, les partis sont de plus en plus attentifs à la capacité des candidats à se conformer à ces logiques médiatiques. Lorsque vient le temps de choisir un chef ou de choisir certains candidats, les partis deviennent de plus en plus exigeants sur ce point-là. D'où, par exemple, l'appellation les candidats vedettes dans une élection. Qui sont les candidats vedettes? On veut généralement, par cette expression, dire des gens qui ont une certaine notoriété médiatique et qui, donc, seront habilités à faire passer un message. Et il y a une dimension normative, c'est-à-dire que là, on peut s'interroger à savoir est-ce que c'est une bonne chose ou non pour la démocratie. Et je ne trancherai pas là-dessus, mais je pense qu'il y a deux perspectives. Il y a une première perspective qui consisterait à dire, une perspective optimiste, qui consisterait à dire, bien, dans un régime démocratique, si un acteur politique n'a pas ce qu'il faut pour communiquer avec les citoyens, on a un problème. Et si les citoyens, maintenant, ne s'informent plus en allant assister aux réunions du conseil municipal, si tant est qu'il l'ait déjà fait, si les citoyens ne s'informent plus par le biais des émissions d'affaires publiques où les politiciens peuvent exposer longuement leur programme, mais principalement par des journaux télévisés où les politiciens doivent s'exprimer à travers des clips très courts ou par des talk shows, etc., bien, c'est normal qu'il faille avoir ce critère-là parce qu'il va falloir que le politicien puisse communiquer avec les citoyens. L'autre perspective, plus critique ou pessimiste, consiste à se demander quels sont les talents de gouvernants que l'on perd en accordant cette importance aux critères de la communication. On peut penser qu'il y a des gens qui ont de grandes idées, ont une vision pour l'avenir de leur société, ont des compétences importantes en matière de prise de décision, de gestion, de leadership, mais ils sont moins à l'aise avec les médias. Et là, on pourrait se demander si certains acteurs politiques qui, dans l'histoire, ont été des acteurs importants, seraient capables de l'être à l'époque contemporaine s'ils avaient à se plier à ces logiques médiatiques. Si je me permets, dans un tout autre domaine, quand j'ai été engagée, personne ne m'a jamais demandé si j'étais capable d'enseigner. Ça, à mon époque, là, ça n'existait pas. Je ne suis pas sûre qu'on ne faisait pas de présentation publique avant d'être embauché, comme on en a fait. Il fallait être bon chercheur. Il fallait être un bon chercheur, et oui, on nous demandait beaucoup de publications. Puis je dirais, selon les domaines, en communication, on exigeait quand même un peu plus à cause du domaine, mais venant de linguistique, c'était
c'était comme la politique, c'était presque vu à l'inverse. Si tu es trop bon communicateur, tu ne dois pas être un bien bon chercheur. C'était presque ça, là. C'était presque à l'inverse. Alors, tu sais, cette médiatisation-là, elle change la donne dans tous les domaines. C'est même pas juste le politique, même les médecins, même les... Donc, il y a une compétence à communiquer. Alors, rassurez-vous, là, vous devriez tous vous trouver du travail. Petite dernière question. Il y avait une autre... Oui. Il y a deux autres interventions. Je vais tenter d'être plus concis dans mes réponses. Okay. Je peux revenir un peu à l'analyse que vous avez faite. J'aimerais savoir pourquoi avoir analysé les questions d'appui et les questions d'objection, quelle était la finalité en fait en analysant ça. Et est-ce que être un bon, disons, participer à un talk show, être à l'aise, signifie pour autant, aux yeux de l'opinion publique, qu'on est un bon politicien? Okay. Sur la première question, ce que je souhaitais, c'était de faire une comparaison un peu plus qualitative. Bon, ma comparaison, elle est statistique, mais je voulais, par la statistique, comparer la dimension plus qualitative des interviews et m'intéresser plus précisément à la manière dont les intervieweurs conduisent leurs entrevues. Alors, je suis allé consulter des manuels ou des guides sur les entrevues journalistiques pour voir qu'est-ce qu'on prescrit aux journalistes sur la façon de faire des entrevues. C'est dans ces manuels que j'ai trouvé ces concepts de questions d'appui, de questions d'objection, que j'ai décidé d'opérationnaliser pour mon analyse de contenu. Alors, c'est de là que ça vient. Pour ce qui est de la deuxième question, je pense qu'elle appelle à faire une différence entre qu'est-ce que le public pense des politiciens qui vont dans les talk shows, et c'est la question que vous avez soulevée, et une autre question qui est voisine, quelle est l'efficacité de ces entrevues? Et je pense qu'il y a une différence à faire parce que, bon, est-ce que le public a une bonne opinion ou non des politiciens qui vont dans ce genre d'émission? Je n'en sais pas grand-chose. Je ne sais pas, je n'ai pas vu de données là-dessus. Peut-être qu'on obtiendrait un portrait assez partagé avec des gens qui trouvent ça bien, d'autres qui sont plus critiques. Mais je vous dirais que je ne suis pas convaincu, d'un point de vue politique, que la réponse à cette question soit si importante. J'ai plutôt l'impression, et Frédéric va peut-être en parler davantage dans son exposé, que les acteurs politiques sont plutôt soucieux de l'efficacité de leur stratégie de communication. Est-ce que ça me permet de me faire connaître? Est-ce que ça me permet de faire avancer les thèmes dont je veux parler? Est-ce que c'est susceptible de persuader des gens de voter pour moi? Indépendamment de est-ce que les gens ont une bonne ou une mauvaise opinion de la présence des politiciens dans les talk shows, qu'ils ont une bonne ou une mauvaise opinion des publicités télévisées, etc. Je pense qu'ils sont plus préoccupés par la question est-ce que c'est efficace? Oui? J'ai remarqué que les hommes politiques sont en général dans la société, notamment c'est ce que je vois en France. Je voulais savoir si c'était la faute des émissions de divertissement, dans la mesure où, à force de vouloir passer pour proche du peuple, ils ont fini par désacraliser leur position et passer pour des gens finalement comme tout le monde et dont il faut se moquer. Je regarde par exemple François Hollande qui a tué des propos mais qui est attaqué par la presse en général avec une violence qu'on n'aurait jamais vue chez ses prédécesseurs. Est-ce que c'est parce qu'il n'arrive pas à se faire respecter, parce qu'il y a cette image de proche du peuple qui a fait qu'il devient un homme plus grand? Bon, alors, votre collègue pose, je pense, l'ultime question sur le lien entre cette forme de communication politique et ce qu'on pourrait appeler le malaise démocratique ou l'érosion de la légitimité des institutions et des acteurs politiques. Est-ce que, en participant à ces émissions-là, les politiciens ne contribuent-ils pas à une désacralisation
du politique et à une érosion de leur légitimité. Peut-être que oui. La réponse est peut-être oui, mais, et avec un mais majuscule, je me demande si et là, il y aurait sans doute beaucoup de nuances à faire selon les particularités de chaque émission, mais ça vient peut-être renforcer une érosion de légitimité qui est déjà très présente. Et je pense qu'il y a des facteurs plus importants que ça qui expliquent la désacralisation, l'érosion de la légitimité des gouvernants. Et le principal facteur qui me vient à l'esprit, et là c'est un paradoxe, c'est que depuis une soixantaine d'années, l'État s'est considérablement développé. L'État intervient dans des secteurs d'activité qui sont de plus en plus diversifiés. On s'attend à ce que l'État trouve des solutions à des problèmes qui sont plus nombreux et de plus en plus complexes. Pensez à la question des réchauffements climatiques, qui est un enjeu extrêmement complexe. Il y a un écart entre les attentes qu'on a face à l'État et face aux politiciens et les ressources dont ils disposent pour résoudre ces problèmes-là. Et je pense que cet écart-là explique en bonne partie cette érosion de légitimité. Ensuite, il y a d'autres phénomènes. On a beaucoup parlé ces dernières années au Québec de corruption, de collusion. Et lorsqu'on parle de politiciens qui vont dans des émissions de divertissement, peut-être que ça vient symboliser une certaine désacralisation de la vie politique, mais j'ai l'impression que c'est une partie assez limitée de l'explication, si tant est que ça contribue à cette désacralisation du politique. Je pense qu'il y a des facteurs structurels beaucoup plus importants qui permettent d'expliquer ce phénomène-là. Je suis vraiment désolée, mais je vais être obligée de couper ici parce que je m'en voudrais pas laisser même temps de parole à Frédéric Boily. Il nous reste 5-10 minutes maximum de pause pour que M. Boily puisse avoir 1h30 aussi, mais ça vous empêche. Je suis désolée, Jean-François, je vais tout vous appeler Frédéric finalement. Mais je suis sûre que Frédéric va répondre à ta question pendant la pause. Merci beaucoup, Frédéric. Merci bien.